Eh bien, c'est l'une des rares sorties avec une telle fermeté de la part des officiels du gouvernement nigérien. L'actuel chef d'état-major de l'armée, le chef d'état-major particulier du président Abdourahmane Tiani a lancé un appel à la mobilisation générale du côté du Niger et a d'ailleurs appelé son pays à entrer dans une phase de guerre de grande envergure. Eh bien, avec la France, face à la volonté donc de cette dernière, parlant de la France, eh bien, de maintenir un agenda de déstabilisation visant donc notamment le pays, mais surtout à s'accaparer de ses richesses. Sommes-nous en train de nous diriger vers un face-à-face historique entre le Niger et la France? Eh bien, la question, elle sera posée à nos deux invités qui nous retrouvent le temps de ce grand débat africain qui s'ouvre à l'instant. Vous nous retrouvez, vous, amis téléspectateurs. Bienvenue à toutes et à tous avec nous pour en parler justement. Madame Linda Larbaoui, vous êtes experte des questions sécuritaires sur le continent africain, même au-delà. C'est un réel plaisir de vous avoir. Bienvenue. Le plaisir est partagé. Bonsoir aux téléspectateurs, à vos invités, à toute votre équipe et je vous remercie de m'avoir invité. Israël Arbalampo, vous êtes analyste géopolitique. Merci infiniment de nous retrouver au cœur de cette réflexion. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique internationale. Eh bien, monsieur, on va suivre un extrait du général Amadou Ibro, on rappelle, chef d'état-major particulier du président Abdourahmane Tiani, qui s'est exprimé sur cette question assez sensible des relations entre Niger et la France. Suivons l'extrait derrière, on retrouve Linda Larbaoui. C'est vrai qu'ils ont tout, mais nous avons Dieu, le Tout-Puissant. Nous avons notre population qui est mobilisée derrière nous. S'il faut qu'on marche sur toute la population du Niger, ils marcheront, mais ils vont sortir. Ils vont sortir comme ils sont sortis de la base aérienne la fois dernière. Eh bien, cette mobilisation-là, il faut que vous le compreniez. Elle est faite, elle est décrétée, afin qu'on se prépare pour la guerre avec la France. Ça c'est le. Il ne faut pas tourner autour. Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. On n'est même pas en guerre. C'est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Vous savez pourquoi on va en guerre avec la France? Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un qui voit à manger et vous le mangez devant lui, vous lui dites que vous n'allez pas manger. Et c'est ça qui arrive à la France aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce soit lui le petit-fils de De Gaulle, lui Emmanuel Macron et tous ceux qui vont intervenir, c'est pour pousser les Français à dire que écoutez, notre situation est très mauvaise et nous avons un pays qui nous a créé cette situation, qui nous a amené là où on est. Ce pays-là, c'est le Niger. Nous allons faire la guerre au Niger. Eh bien, soyez prêts pour que le jour où ils vont le tenter, qu'ils laissent toute leur peau ici. Ça ne fait pas de soucis. C'est vrai qu'ils ont les moyens. C'est vrai qu'ils ont de quoi nous combattre. C'est vrai qu'ils ont tout. Mais nous avons Dieu, le Tout-Puissant. Nous avons notre population qui est mobilisée derrière nous. S'il faut qu'on marche sur toute la population du Niger, ils marcheront, mais ils vont sortir. Ils vont sortir comme ils sont sortis de la base aérienne la fois dernière. Voilà, retour donc aux discussions avec vous, Madame Linda Larbaoui. On a là le chef d'état-major particulier du président Abdourahmane Tiani qui annonce donc officiellement que son gouvernement entrera en guerre
face à la France, eh bien, ce d'autant plus que selon, en tout cas, la même source, le gouvernement français, alors la politique française du côté du Niger ne veut pas lâcher du lest, notamment sur la question de l'uranium, qui est visiblement la pomme de discorde qui, eh bien, semble aujourd'hui véritablement créer, en tout cas, raviver ces tensions entre Niamey et Paris. Comment apprécier les déclarations d'un chef d'état-major dans un contexte, effectivement, on l'a dit, de crise finalement sécuritaire, de crise diplomatique entre Niamey et Paris? Écoutez, tout simplement, il explique à la France que ce n'est plus possible de revivre ce que l'Afrique a vécu et ce que le Niger a vécu. L'histoire, elle est très simple. Le Niger se réapproprie ses richesses et son territoire, le peuple nigérien est prêt à se battre pour son indépendance totale. Nous ne sommes plus dans les décolonisations, nous sommes dans les indépendances. Et c'est ça le message qu'il faut comprendre à travers le chef d'état-major nigérien. L'Afrique est toujours face à ses ravisseurs, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des ravisseurs qui sont venus, ils se sont appropriés des terres, ils se sont appropriés des territoires, et ils n'ont eu aucune considération pour les populations locales. À l'époque, nous étions minoritaires. Au niveau de l'Europe, il y avait 450 millions d'habitants. L'Afrique, à l'époque, quand les Européens sont arrivés, on était à peine 150 millions. Donc, il y a l'histoire démographique qui a changé, mais il y a aussi les médias qui se sont appropriés la parole pendant un siècle et demi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes comme la vôtre et comme d'autres sur le continent africain, eh ben l'information arrive à passer. Et je vais en passer une. Par exemple, la France, quand elle est arrivée dans Sahel avec l'opération Serval, elle avait demandé aux États-Unis et à l'Allemagne de l'aider au niveau logistique et au niveau aussi des transports. Donc déjà à l'époque, la France était affaiblie, elle ne pouvait pas assumer cette opération toute seule. Aujourd'hui, avec un espace aérien côté Algérie qui est fermé, la Libye elle est complètement déstabilisée, et puis il y a même eu des avions qui ont été touchés par des missiles, donc c'est un espace aérien qui n'est pas sûr. Et la France qui a quitté le continent africain, il lui reste une base à Djibouti et une base au Gabon, et quelques personnes à travers, bien sûr, les États-Unis. Donc, elle n'a plus les moyens de ce qu'elle avait. À part procéder comme de la sorte et puis essayer d'aller vers une déstabilisation à travers un coup d'État, ou voire même on va passer au meurtre carrément de quelques dirigeants influents ou quelques dirigeants souverainistes. À part ça, je ne vois pas la France revenir sur le continent. Il y a les États-Unis qui sont là aussi. Les États-Unis mènent une guerre hybride à la France sur le continent. Ils ne veulent plus d'un pays vassal pour les représenter. Ils veulent eux-mêmes se représenter tout seuls, avoir des accords avec le continent africain, même avec la force, s'il faut, comme ils ont fait au Niger. Mais ils ne sont plus dans cette politique qu'on avait dans les années 70 avec l'opération Safari Club. On laisse les autres devant et nous, on se met derrière. Trump est venu, il a affiché la chose directe. On le voit d'ailleurs, l'implication qu'il y a au Sahara occidental, au Congo, l'Ouganda. Les États-Unis essayent d'avoir pied visible sur le continent africain. À côté de cela, les populations africaines et quelques dirigeants africains ont choisi d'autres États avec qui travailler. Vous avez la Russie au niveau défense et au niveau armement, et au niveau économique, il y a les Chinois. Donc, l'Afrique aujourd'hui est en train de changer de visage dans ce bouleversement géopolitique international, et donc la France n'a plus les moyens. Aujourd'hui, les États-Unis ne vont pas faire ce qu'ils ont fait en 2012 avec Serval, assurer la logistique, ce n'est pas possible. Les Allemands, oui, c'est l'Union européenne, mais le reste, non, c'est les grandes puissances
qui vont discuter. Et d'ailleurs, on attend la conférence, la réunion que doit avoir les 3 dirigeants des 3 pays, USA, Russie et Chine, par visioconférence. Je crois que je vous avais envoyé ça, sinon je vais le faire. Il y a quelque chose qui est prévu, donc entre les 3 puissances. Donc l'histoire de l'Asie centrale et l'extrême-Asie, dans les négociations, c'est déjà fait. Le Moyen-Orient, en grande partie, c'est déjà fait aussi. La péninsule arabique reste l'Afrique, et la discussion tournera autour de l'Afrique, et retrouver une certaine paix et sécurité au niveau de l'Afrique pour qu'il puisse y avoir une prospérité avec des partenaires que quelques États auraient choisis et d'autres États à qui on va imposer. Nous sommes en train d'aller vers ça. Donc le Niger, il s'est exprimé plusieurs fois, rien qu'avec le changement qu'il y a eu avec Monsieur Gianni, l'histoire de l'uranium. Donc la France, actuellement, en Afrique, je ne dis pas qu'elle est indésirable, je dirais que la France est devenue paria carrément, puisque la France a échoué dans l'après-guerre, l'après-décolonisation, tout ce qui était prévu n'a pas été fait. Les Africains, ils sont passés de la phase pauvreté à la phase misère. Il y avait une certaine stabilité, on est passé carrément à une déstabilisation totale avec une trentaine de groupes terroristes qui agissent rien que dans le Sahel. Donc dans tout ça, ce monsieur, il s'est bien exprimé face à une population qui était réceptive à ce qu'il disait et qui est consciente quand même des dangers et qui est consciente des défis. Merci. Israël Larbalampo, je vous retrouve pour votre premier jet d'analyse autour de cette déclaration quand même assez grave de la part du général Amadou Ibro, qui déclare désormais que bien son pays est prêt à faire la guerre contre la France. Est-ce que là on peut l'accuser d'être véritablement complotiste, ou alors il fait cette déclaration sur la base des éléments assez probants qui justifient désormais, on va dire, la volonté manifeste de Paris de s'opposer clairement à toute volonté d'émancipation du gouvernement nigérien? Merci. Il faut dire que cette déclaration que le général, le chef d'état-major particulier de la présence du président Tchiani vient de faire, rejoint les déclarations en réalité, ou du moins c'est une réponse donnée aux autorités françaises, notamment le président Emmanuel Macron. Et si vous vous rappelez, parce qu'il est important de comprendre une chose, que la France aujourd'hui, ayant perdu le Niger, le Burkina et le Mali, et même à l'intérieur de la France, je suivais un élément où aujourd'hui la France a chuté en termes d'industrialisation. Son industrie a chuté et la France est à 9% d'industrialisation. L'industrie représente 9% de son économie. Et alors, il est évident qu'avec toutes les déclarations d'Emmanuel Macron, donc qui consistait à dire aux Français à se préparer à la guerre, à mobiliser l'armée française pour des exercices et autres, ce n'était pas pour rentrer en conflit avec les États-Unis, encore moins avec la Russie. Et la réaction de Donald Trump, ou encore l'orientation politique subite donc des États-Unis vis-à-vis donc du reste du monde, a amené la France à donner des envies au petit Macron à vouloir emboîter le pas pour venir donc en Afrique, notamment au Niger, où principalement il y a ce conflit autour de l'uranium, à vouloir opérer de la même manière pour pouvoir reprendre le contrôle du Niger. Alors, la mobilisation dont le chef d'état-major général des armées, particulier donc du président Tchiani, a fait, alors c'est juste pour non seulement répondre, mais préparer l'opinion publique nigérienne et l'opinion publique de l'AES et de l'Afrique tout entière à ce qu'ils s'attendent à ce que la France, dans les délires de Macron, attaque le Niger pour pouvoir essayer de récupérer tout ce qu'elle a perdu.
Mais seulement, Emmanuel Macron s'est trompé d'époque. Si vous vous souvenez, dans les années avant qu'il ne crée le G5 Sahel, en fait, le G5 Sahel africain, il y avait un autre G5 Sahel qui était créé et une réunion se tenait à Londres à l'époque où il y avait les États-Unis, la France, l'Allemagne et il y avait également la Chine qui avait participé, qu'ils avaient invité. Donc, il y avait 5 pays au total. Et, dans la répartition donc, des biens du Sahel, la France s'est retrouvée minoritaire. Alors que la proposition de la création du G5 Sahel qui a été faite par l'ancien président mauritanien, la France s'est précipitée pour venir rejoindre donc le G5 Sahel africain pour en être la responsable des finances au niveau du G5 Sahel. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé dans l'attribution des marchés, les complots et tout ce qui s'est passé autour donc, du G5 Sahel pour transformer le G5 Sahel en un instrument de contrôle du Sahel. Alors, le G5 Sahel n'étant plus là, les États-Unis n'ont plus besoin de passer par la France pour avoir accès au G5 Sahel ou encore aux pays aux États de l'Alliance du Sahel. Alors, Macron se retrouve désormais dans une situation où son pays ne pèse plus au plan international au point de participer à des rencontres de haut niveau entre puissants. Donc, la France se prépare donc à venir reprendre non seulement à récupérer sa place au niveau du Niger dans l'intention d'étendre encore son influence au niveau du Mali et du Burkina. Et ce qui pourra lui permettre d'être de nouveau considéré sur le plan international. Ce qui n'est pas possible parce que les temps ne sont plus les mêmes. Quand le chef d'état-major, en particulier le président Tiani, appelle à la mobilisation pour faire échec, ce n'est pas que l'État français va envoyer des aéronefs ou encore des missiles au niveau de Paris pour bombarder Paris pour une déclaration de guerre. Non, c'est pour préparer le peuple à faire face aux satellites positionnés, aux satellites français, c'est-à-dire le groupe d'armées françaises qui sont positionnés autour des pays autour de l'AES. Alors, de l'AES, pardon, pour que la population se mobilise à faire face à toute velléité de déstabilisation que la France se prépare à agir ou à intervenir au niveau donc du Niger, principalement le Niger, où la France entend passer certainement par le Bénin, qui est très proche du Niger, où elle a encore ses bases et dont la tension entre le Bénin et le Niger est élevée et pour pouvoir déstabiliser donc le Niger. Merci à vous, Israël Arba. Allez, Linda, je vous retrouve donc avec ces développements proposés par Israël Arba. On pose les questions désormais que la France imposera, on va dire, ainsi une guerre assez hybride, notamment au gouvernement nigérien. Mais comment expliquer cette hostilité finalement entre Paris et les États de l'AES? On se serait attendu effectivement qu'il y ait une forme de normalisation des relations, comme ça a été le cas, ou alors comme c'est le cas, notamment avec ces ex-puissances qui ont ces anciens partenaires de l'AES, les États-Unis en l'occurrence. Comment expliquer que Paris ne réussisse pas aujourd'hui à finalement trouver un terrain d'entente avec ses anciens partenaires, entre guillemets? Déjà, Paris est divisé. On le voit par rapport à sa politique avec l'Algérie. Il y a un clan qui est pro-relation avec l'Algérie et un apaisement. Il y a un clan qui est contre cet apaisement. Et c'est la même chose avec la AES, il faut le prendre dans ce sens-là. Il y a un côté au niveau des politiciens qu'on avait d'ailleurs exclus depuis Chirac, on les avait exclus. Il y a tout ce clan gaulliste qui veut revenir sur la décolonisation et revenir sur les rapports entre la France et ses anciennes colonies, revoir tout ça, aller vers une autre forme d'investissement, des marchés gagnant-gagnant et apaiser les tensions. Mais il y a un clan, le clan
ceux qui étaient pour la colonisation, donc l'extrême droite, à commencer par Marine Le Pen. Et puis quand on voit les gens avec qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, d'ailleurs ça a été dit par l'historien Benjamin Stora, sur qui on s'acharne aujourd'hui, et ben ça a été dit, regardez qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est les enfants de l'OAS, c'est aussi les enfants des anciens colons. C'est donc cette armée française colonialiste. Nous avons aujourd'hui ces descendants qui sont au pouvoir, les enfants des harkis, les enfants de l'OAS. C'est tout cela qui aujourd'hui ont un certain pouvoir en France. Donc la France même est divisée vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis de l'Afrique également. Il y a cette France qui veut aussi s'affranchir du pouvoir des États-Unis, mais il y a cette France qui est carrément vassale aux décisions des États-Unis. Au niveau de la France, il y a un vide politique réel. On voit aussi avec l'affaire Epstein ou Epstein, on l'appelle comme on veut. Hein. Donc il y a des pressions qui sont exercées par rapport à certaines personnes en France parce qu'elles sont impliquées. Il faut pas. Pourquoi ces informations sortent aujourd'hui et pourquoi on ne dévoile que la moitié de ce qui devrait être dévoilé? Et on se rend compte aujourd'hui que l'Iran, la Russie, la AES, l'Algérie, tous ces pays-là, le Cameroun, on n'est pas impliqués dans ces sales dossiers. Et de l'autre côté occidental, ça va jusqu'au cannibalisme. Donc la situation est véritablement grave aujourd'hui et on fait pression sur des personnes, mais on fait pression sur des États aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et l'Afrique, il faut pas l'exclure à ce monde-là. Il y a des noms africains qui sont sortis. On a la famille Ouattara, par exemple. Le nom est là. Maintenant, à quel degré l'implication est là? C'est ça qu'on ne sait pas pour le moment. Et il faut aller vers une véritable enquête. Mais donc en France, il y a des gens sur qui on fait pression. L'affaire Epstein, il y a 2 ans, elle était là aussi. Le nom de Macron était sorti au moment où il y avait ce rapprochement entre l'Algérie et puis le Macron. Il y a eu l'affaire Epstein et tout de suite il est parti au Maroc. Et ce lobby qui veut continuer à exercer sa colonisation sur l'Afrique, il est basé au Maroc. On a du mal. Je ne parle pas du peuple marocain. Je parle d'un lobby qui est là, lobby de Robert. Comment il s'appelle, Ménard, qui était fils de colon d'ailleurs, par rapport à Reporters sans frontières. On a essayé de faire pression sur la AES par rapport aux journalistes et au journalisme. Vous avez aussi François Diès qui est décédé depuis 2 ans, mais qui a écrit plein de livres pour essayer de salir certains pays, notamment sur le Mali, la guerre au Mali, qui salissait l'armée malienne, par exemple. Donc nous avons affaire à ce lobby qui veut continuer à coloniser l'Afrique, et à côté de cela, vous avez une partie de la France qui a compris que ce n'est plus possible de remonter le temps. Donc nous, dans tout ça, et quand je dis nous, on peut pas parler que du Niger dans un monde qui est en train de changer et dans une géopolitique où tout le monde se repositionne. Donc la force de l'Afrique, c'est quoi? C'est sa jeunesse d'abord. D'ailleurs, c'est pour ça que le chef d'état-major, il s'est adressé à la jeunesse du Nigeria qui normalement devrait continuer le combat jusqu'à l'indépendance totale, mais aussi tous les pays africains. Nous sommes tous confrontés au même défi, c'est-à-dire que si demain il y a un État qui faille, eh ben c'est tout ce qui est aux alentours va payer le prix. La déstabilisation de la Libye, on voit bien ce que ça a apporté au niveau du Sahel. Eh ben c'est parti au-delà même des pays qui sont avoisinants et qui ont une frontière avec la Libye. Aujourd'hui, le terrorisme qui est venu par là et les groupes terroristes arrivent jusqu'au Burkina Faso, qui n'a pas de frontière avec la Libye en réalité, et même au-delà du Burkina Faso. Donc tout le monde est en train de subir. L'Afrique
n'est pas étanche. Les frontières sont ouvertes. On a du mal à garder les frontières et à sécuriser les frontières. Donc, les groupes terroristes, ils ont accès à tout et puis ils ont une logistique et ils ont également tout ce qu'il faut, des armes, le carburant pour déstabiliser le pays. Et la France ne peut pas faire face ni au Niger, ni au Mali, ni au Burkina. Elle ne peut pas faire face au niveau armé proprement dit, mais c'est avec d'autres moyens. Il y a des armées secrètes, des armées des USA comme le JNIM, c'est Al-Qaïda, Daesh, c'est les États-Unis aussi, mais vous avez le Moujao et Boko Haram, ça c'est la France. Donc ils vont agir à travers d'autres bras, mais vous avez aussi des ondes de colons qui sont prêts à jouer le jeu et à aller jusqu'au meurtre d'un dirigeant ou à faire même un coup d'État pour remplacer un régime dans un État qui est contre l'impérialisme, pour un régime qui est pro-impérialiste juste pour avoir le pouvoir et pour avoir aussi l'argent, parce qu'il s'agit toujours d'argent. Toujours, il y a toujours l'argent qui est là. Le pouvoir et l'argent, souvent ça marche ensemble. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette situation. Mais le Niger, le Niger est prêt, et surtout que la population nigérienne, elle a cette prise de conscience que pour la France, c'est une histoire de vie ou de mort. Donc le Niger, pour la jeunesse nigérienne, c'est une histoire de vie ou de mort. La France ne veut pas payer l'uranium au prix que ça coûte, et elle l'a jamais fait. Et pour la France, c'est une légitimité d'exploiter ce qu'elle a trouvé, mais elle l'a trouvé sur place. Donc pour elle, il y a une légitimité à exploiter des mines qu'elle-même a découvert. D'autant plus que la France, quand elle a enrichi son uranium, elle l'a enrichi sur le continent africain, elle l'a enrichi avec 57 essais et bombes nucléaires où toute la population sahélienne était touchée. Il y a encore des séquelles jusqu'à présent. On rajoute à cela la mauvaise gestion des mines au Niger et la mauvaise exploitation, où il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades, naissance avec des problèmes, 30% de la population qui est stérile aujourd'hui. Donc le bilan est très lourd, mais pour la France, on s'en fiche. Il faut continuer à éclairer Paris. Merci. À quand faudra-t-il avoir accès effectivement à cet uranium? Israël Arbalampo, les propos du général Amadou Ibro sont assez clairs. Le Niger défendra sa souveraineté et sa prospérité envers et contre tous. Est-ce que là, Israël Arbalampo, nous vivons véritablement le prolongement de ce bras de fer qui a démarré autour donc effectivement de la suite à donner sur la cargaison d'uranium querellée entre Paris et Niamey? Je pense que ce bras de fer a dévoilé une fois de plus la considération que les autorités françaises ont vers les peuples africains. Je me rappelle du discours du président Macron qui disait que la reconnaissance, parlant donc du peuple malien, que la reconnaissance est humaine. Donc si lui, il n'en veut pas aux Maliens, s'ils ne reconnaissent pas que la France a perdu ses soldats au Mali pour sauver les Maliens. Et donc, il ne les en veut pas parce que la reconnaissance est humaine. Donc, ça veut dire quoi? Pour la France, les Africains ne sont que des animaux à peine évolués et qui sont assis sur des richesses, d'énormes richesses qui doivent revenir impérativement à la France et à la race blanche occidentale. C'est ça le vrai problème de Paris. C'est ça le vrai problème de la classe politique française. Quand Macron se permet d'aller fêter l'anniversaire de Napoléon Bonaparte, 200e anniversaire de Napoléon Bonaparte, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Un criminel qui a fait assassiner des femmes enceintes, qui a brûlé des villages entiers, des villes entières.
Et c'est ce tombe-là que Macron trouve normal d'aller s'identifier à lui comme si il donnait un message aux peuples africains pour leur dire que lui, comme Napoléon, va rétablir la colonisation et l'impérialisme sur le continent africain et même de l'esclavage, comme Napoléon l'avait voulu rétablir l'esclavage donc en Haïti dans les années 800, 1805. Donc, c'est dire quoi? C'est dire que pour la France, le continent africain, les pays de l'AES ne peuvent appartenir qu'à la France. Et le sous-sol français, et le sous-sol de ces pays, et toutes les richesses que ce sous-sol contient, doivent revenir à la France. Et donc, quand le général nigérien parle, en réalité, il sait de quoi il parle. Il sait que le peuple, pour la France, le peuple français, le peuple nigérien, n'est rien, c'est des êtres qu'il faut venir nettoyer pour récupérer ce que le sous-sol contient. Et donc, ce n'est pas un langage en l'air. Donc, le fait de dire que le peuple nigérien, la jeunesse nigérienne doit se mobiliser et se préparer à la guerre, ce n'est pas que le Niger va aller déclarer à la guerre, commencer à bombarder le territoire français. Non, c'est la France qui se prépare à venir attaquer le Niger, quitte à ce qu'il y ait des millions de morts. L'essentiel, qu'elle puisse placer un valet avec qui elle va pouvoir continuer à exploiter les ressources du Niger. Ce n'est pas le Niger seulement. La France sait aujourd'hui qu'elle ne peut pas attaquer les trois pays en même temps et s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer le pays où elle a des ressources, notamment avec l'uranium, où elle pourra alimenter donc son industrie nucléaire, continue à alimenter et fabriquer ses armes, ses bombes, pour pouvoir attaquer les deux autres pays de l'AES, notamment le Mali et le Burkina. C'est ça l'objectif de la France. Donc, je pense que ce que le général a dit, bon, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais je pense que le peuple nigérien a compris le message et le peuple africain aussi a compris le message pour se mobiliser afin de faire barrage à toute tentative de la France de revenir imposer donc ces lois au niveau de l'AES. Merci à vous. On va refermer avec vous, Madame Nida Larbaoui. Quelle peut être finalement la plus-value d'une telle communication du général Amadou Ibro au moment où, eh bien, on voit clairement les groupes terroristes se multiplient au Sahel et veulent absolument maintenir un état d'instabilité chronique, notamment au sein de l'AES. Écoutez, on le voit de plus en plus. Maintenant, il y a des États qui s'adressent à la population pour voir la réceptivité de cette population. On l'a vu avant-hier avec Khamenei, qui a demandé au peuple iranien, demain c'est l'anniversaire de la révolution, et ben si vous êtes pour ce régime en place, et ben manifestez-vous. Et hier on a vu 33 millions, les Européens ils parlent de 3 millions, mais les 3 millions étaient juste à Téhéran, et 33 millions de manifestants pro-pouvoir actuel. Et puis on l'a vu aussi, les premiers qui ont procédé de la sorte, il faut pas leur enlever ça, c'est au Mali. Les Maliens, ils sortaient pour soutenir, à l'époque, il y a 4 ans de cela, et pour soutenir Assimi Goïta et le pouvoir en place. Après, la chose a été, ça a été copié par le Burkina Faso, par le Niger, et puis on voit que de plus en plus des chefs d'État s'adressent à leur population tout en passant des messages, parce que la réceptivité, eh ben, ça c'est un message aux Occidentaux. Est-ce que le peuple nigérien est capable de se battre? Et quand je dis de se battre, pas forcément avec les armes, hein. Il y a des combats qu'on mène et qui sont beaucoup plus durs et beaucoup plus rudes sans les armes. Est-ce qu'ils sont capables, ils sont prêts à se battre pour une indépendance totale ou pas? Et on a vu la réceptivité justement du peuple, donc il est pour
pour en finir avec un néocolonialiste, une sangsue qui est là pour sucer le sang des Africains, tout simplement. Et les groupes terroristes, ce n'est qu'une armée secrète de cet Occident. On les a créés pour rien. On a vu bien ce qui s'est passé en Syrie. En Syrie, ça a été très grave. J'espère que c'est pas ce schéma qui va être reproduit au Mali. J'en ai déjà parlé, c'est-à-dire assiéger un État, essayer de l'étouffer économiquement et attendre que le fruit s'arrache tout seul de l'arbre, il tombe tout seul de l'arbre. Et c'est le plus grand terroriste au monde, El Joulani, qui, au niveau de l'Irak, il a commandité 1000 bombes qui ont tué des civils. Au niveau de la Syrie, 800 bombes qui ont tué des civils également. Il y avait 30 millions de dollars sur sa tête et du jour au lendemain, on en a fait un chef d'État respectable. C'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Donc, ce schéma, il peut être reproduit en Afrique, mais avec une population consciente, et elle connaît les défis, et elle sait que les problèmes économiques, ce qui s'est passé hier en Iran, ils ont fait comprendre aux États-Unis que s'il y a des problèmes économiques, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise gestion, c'est plutôt parce qu'il y a des sanctions qui sont là. Et c'est les sanctions qui ne sont pas là pour les dirigeants, mais plutôt pour les peuples, et pour que les peuples se retournent contre leurs dirigeants. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Et les groupes terroristes aujourd'hui qui agissent, ce n'est qu'une partie du schéma que l'occidental essaye de faire en Afrique. Il a réussi en partie, certes, parce que les groupes sont là. Il y a ces groupes exogènes qui ne sont pas africains du tout. Il y a des Syriens, il y a des Ouïghours, il y a des Azéris en Afrique, tous ces Daesh, ils n'ont rien à faire avec l'Afrique, mais on leur a dit, il faut venir, voilà ce qu'il y a à prendre, et puis vous pouvez tout faire. Sans parler du pillage et sans parler de ce qu'ils peuvent avoir comme femmes, comme esclaves, ce qu'ils disent eux, l'esclavage des femmes. Mais nous sommes dans un film d'horreur, exactement comme l'affaire Epstein. Quand vous voyez qu'il y a des dirigeants qui sont cannibales, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire de l'Afrique? Voilà le schéma qui nous est réservé, mais c'est à nous aussi de le contrer et de pousser les populations à en savoir davantage et à aller vers l'information. Et surtout, il faut faire confiance aux armées que nous avons en ce moment. Il faut leur faire confiance. Il y a des armées qui sont nobles, il y a des armées qui se battent pour la libération des États, des pays et des peuples. Il y a des armées qui sont là aussi pour protéger les populations. Merci. Merci infiniment à vous, Madame Linda Larbaoui, Israël Arbalampo. Merci à vous d'avoir été des nôtres le temps de cette réflexion liée donc à cette récente sortie du chef d'état-major du président Abdourahmane Tiani qui a donc déclaré la guerre au gouvernement français. Le débat continuera forcément sur cette antenne, toujours lié à cette grosse actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.